Palais.com. Le citoyen d'aujourd'hui pourra revendiquer d'avoir vécu un moment unique dans l'histoire de notre nation. On est la proie de toutes les crises en même temps, politiques, économiques, morales, humanitaires, écologiques, sismiques, etc. Le gouvernement seul ne peut faire face, non pas techniquement, mais légitimement parlant. Un gouvernement de transition, par surcroît, est-il autorisé en pareil cas à tracer tout seul la voie que doit suivre la nation? Cela semble à tout le moins anormal. Il semblerait que dans de telles circonstances, le pays aurait besoin de se définir une légitimité plus large. Cela ne s'entend pas seulement des trois pouvoirs de l'État, mais adresse aussi la société civile, le secteur privé, économique, etc. Mais surtout, ceux-là qui hériteront de la situation, à plus forte raison que celle-ci ne s'annonce pas rose du tout, la jeunesse du pays. Pour commencer, nous sommes à 2 doigts d'élections présidentielles et législatives partielles qui devaient se tenir, n'étaient les ravages de l'ouragan Matthew, ce dimanche 9 octobre 2016, et qui, sur ce, ont dû être renvoyés, et à une nouvelle date qui doit être annoncée cette semaine. Dans un communiqué, la présidence provisoire de la République vient de maintenir la prestation de serment du futur président élu pour le 7 février 2017. C'est là au moins une assurance, chose si rare par les temps qui courent. Faisant contre mauvaise fortune bon visage, la classe politique a accepté la décision de renvoi des urnes sans trop maugréer. Mais n'est-il pas du devoir du gouvernement provisoire de la rencontrer, la classe politique, pour débattre de la nouvelle situation, solliciter ses avis, mais ouvertement sa contribution, sans vouloir faire directement allusion à la visite du candidat Jude Célestin au pont de la digue Petit Gouave, qui s'est écroulé, bloquant un instant la circulation vers les 3 départements géographiques les plus sinistrés, Sud, Grand'Anse, Nip. Ce devrait être au contraire au gouvernement de solliciter les conseils et suggestions d'hommes ou de femmes qui assureront très bientôt la légitimité nationale. Comment passer par-dessus l'offre de la candidate de Famille-Lavalas, Dr Maryse Narcisse, de mettre de jeunes médecins membres du mouvement au service des victimes de l'ouragan? On sait que la Fondation Aristide abrite aussi une école de médecine, etc. Le moment exige qu'on sorte de cette mentalité de clocher pour atteindre à une sorte de légitimité nationale globale, indispensable en temps de crise aussi grave. Un peu ce que les Américains appellent Rally around the flag, tous autour du drapeau. Et d'abord, les leaders, ceux d'aujourd'hui, mais aussi d'hier et de demain. C'est la seule façon de prouver qu'un pays possède un leadership. C'est la marque du vrai leadership, le seul, le vrai, non point chiche, mais ouvert, vraiment représentatif de la souveraineté nationale. Or, ironiquement, seul un gouvernement de transition qui devrait pouvoir atteindre à cette dimension. C'est la meilleure garantie aussi d'élections sans parti pris. Raison de plus pour ouvrir la chaîne de décision aux candidats. Oui, mais vous me direz lesquels, puisque les élections devant les départager n'ont pas encore eu lieu. Mais surtout, parce qu'ils ne sont pas moins de 27 candidats. Et en fin de compte, plus qu'une occasion d'unir, une telle initiative risquerait d'être un motif à alimenter la désunion. Définitivement, pas facile notre pays. Mais quid du secteur privé, pour ne pas dire de l'élite économique? Une partie de celui-ci a offert ses services dès le premier jour. Mais ce sont des particuliers et non un mouvement d'ensemble organisé, unitaire.
comme qui dirait un élan naturel qui démontrerait un véritable attachement de la classe des affaires au devenir national comme cela doit être, et faisant démentir une fois pour toutes le vieux dicton qui dépeint l'élite économique comme des héritiers du colon d'avant l'indépendance nationale qui amassait toute sa fortune que pour aller en jouir plus tard dans son pays, en l'occurrence la France. Et nous arrivons à la société civile, mais celle-ci, tout en étant toujours aussi active, ne semble plus en mesure de faire front commun comme auparavant, et des fois elle semble même souffrir de même éparpillement que la classe politique. Mais ce qui de sa part est plus grave, quand elle existe justement pour y faire contrepoids. Si le gouvernement fait appel à la société civile, et comme il devrait le faire en ces temps difficiles, faudra donc que cette dernière sache faire taire ses querelles internes, des petites chicaneries, des vétilles, vu la gravité de la situation, pour jouer convenablement son rôle. Et nous arrivons au maillon le plus important de la chaîne, la jeunesse du pays. Le pays a besoin de dresser un grand mouvement civique, un combit national, comme on dit, comme réponse aux défis multiples posés par deux coups que nous porte la Providence en à peine quelques années après le séisme de 2010 et à la menace de disparition à laquelle nous semblons de plus en plus promis chaque jour, et que les secteurs soi-disant organisés et institutionnels, pouvoir public, secteur privé, société civile, etc., semblent depuis longtemps dans l'incapacité d'y faire face. Tout comme ailleurs, elle a su changer la donne, la jeunesse haïtienne a elle aussi son mot à dire. Mais cela, non pas à coup de vérité toute faite, que pour commencer en retroussant ses manches aux côtés des victimes de l'ouragan qui languissent sous le soleil et sous la pluie et le ventre vide. J'écoute Mélodie FM. Palais.com. Un rappel des titres pour ce mardi 11 octobre 2016. Brutale remontée du choléra, 20 morts en une semaine et 279 cas rapportés par les officiels de la santé. L'ONU appelle à une aide de 120 millions de dollars pour les sinistrés de l'ouragan, 1,4 million de personnes qui ont besoin d'un secours humanitaire d'urgence d'après l'Organisation des Nations Unies. Cuba et le Venezuela envoient plus de 200 médecins, 60 sapeurs sauveteurs français dans nos murs. Le ministère de l'Intérieur fait état de 372 décès dans son dernier bulletin officiel. Le maire d'Écailles semble prendre un pseudo-arrêté décrétant l'état d'urgence, entre guillemets, dans sa commune. Palais.com. Puis d'autres titres. Ce matin, la diaspora se mobilise. Mathieu a frappé Haïti de plein fouet. Passé la catastrophe, c'est la stupéfaction en diaspora. On ne s'attendait pas à un bilan aussi désastreux en termes de pertes en vie humaine et de destruction des infrastructures ainsi que des champs, de l'élevage, etc. Au fur et à mesure que passent les heures, l'angoisse s'accentue, surtout pour ceux qui n'arrivent pas à contacter leurs proches qui vivent dans des zones sinistrées. Pour certains, l'ouragan Mathieu ramène des souvenirs douloureux, ceux entre autres du séisme du 12 janvier 2010. Mais l'heure n'est pas seulement aux pleurs, aux larmes. Pour l'instant, il s'agit surtout de se mobiliser pour porter secours aux victimes. La diaspora se mobilise pour aider la mère patrie. En ce moment, depuis la semaine dernière, une organisation, Mandodo Humanitarian Foundation, coordonne un effort humanitaire en collaboration avec une vingtaine d'organisations haïtiano-américaines. Il s'agit d'organisations socio-professionnelles à Miami et d'organisations d'étudiants haïtiens-américains. Nous supportons Haïti.
Supportez-nous, peut-on lire sur un flyer, une feuille, postée sur le site web de l'organisation humanitaire fondée par Ed, Jeff et Marjorie Lozama, et qui œuvre depuis 10 ans. À Miami, beaucoup ont répondu déjà à cet appel et ont apporté de l'eau en bouteille, de la nourriture non périssable, des vêtements, des médicaments, des matériaux de construction, des dons en espèces au CMS International Group Corp, 3333 Nord-Ouest 168e Street, Miami Gardens. Certains ont apporté des provisions alimentaires qu'ils avaient acquises pour eux-mêmes en prévision du passage de Matthew sur la Floride, en tout cas sur Miami, ce qui n'a pas eu lieu. L'ouragan ayant épargné le Sunshine State, pas entièrement, les Haïtiens donc ont jugé que ces provisions seraient plus utiles en Haïti. Mandodo Humanitarian Foundation s'est associé à la grande institution socio-religieuse du Grand Sud, la mission des églises baptistes du Sud, MEBSH, pour coordonner l'effort humanitaire sur le terrain. Haïti veut centraliser les dons d'argent, un autre titre dans un circulaire. Le chancelier haïtien, ministre des Affaires étrangères Pierre Odélienne, a communiqué aux missions diplomatiques et postes consulaires à l'étranger le numéro de compte ouvert à la BRH, Banque de la République d'Haïti, numéro 11 12 50 057 11 12 50 057 BRH pour procéder au virement des dons qui seraient reçus par la mission diplomatique au nom des victimes de l'ouragan en Haïti. Cependant que des kits alimentaires au nom du candidat Jovenel Moïse, vendredi, juste le dernier jour de la campagne électorale, eh bien, le candidat Jovenel Moïse a choisi cette forme de campagne sous la bannière du PHTK, ex-parti au pouvoir sous le président Michel Martelly. Le candidat est allé apporter son assistance aux habitants de l'île à Vache, distribuant des kits de nourriture dans des sacs en plastique identifiés bien sûr à son nom et invitant à voter pour lui. Également, du côté de la Chambre des représentants de Floride, mise en place d'aide au secours des sinistrés de Matthew en Haïti, de la part, nous disons, de la Chambre des représentants de Floride, et les points de chute pour cette aide, il y en a beaucoup. Hannah for Hurricane Matthew Relief Effort Haiti au 3333 Nord-Ouest 168e Street, CMS Warehouse, 3333 Nord-Ouest 168e Street, Miami Gardens. Vous avez également autre point de chute, Catholic Charities of the Archdiocese of Miami, Inc. C'est à l'archidiocèse qui se trouve au Biscayne Boulevard. Non, ça se trouve pas chez Monseigneur Wensky. Catholic Charities of the Archdiocese of Miami, 1505 Nord-East 26e Street, Wilton Manors. 1505 Nord-East 26e Street, Wilton Manors. Notre-Dame d'Haïti, on y arrive, là, en plein Little Haiti. Vous pouvez donc déposer vos dons à Notre-Dame d'Haïti Catholic Church, 110 Nord-East 62e Street, Miami, ou encore United Way of Miami-Dade and the Miami Herald, El Nuevo Herald. Il ne manque Haïti en marche. Ou bien encore à Sow a Seed, planter une semence, littéralement, Sow a Seed. Sow a Seed ramasse des dons pour Haïti. Il y a 2 drop-off locations à Miami, et puis vous pouvez également déposer vos dons au City of Miami Fire Rescue Department, au département des pompiers, au City of Miami Fire Rescue. Voilà, tous ces points-là reçoivent des dons pour les sinistrés de Matthew. Palais.com. Le collectif 4 décembre appelle à la formation d'une commission mixte
pour gérer l'assistance aux victimes. On écoute le coordonnateur du collectif 4 décembre, Jean-Robert Argan. Que nous soutiennons, nous mettons tout de suite, mais immédiatement, bon, depuis hier, une institution mixte qui a gagné personnalité morale ou physique, donc 4 sortis du secteur public et 3 du secteur privé. Ouais. Maintenant, le fait est que ces populations, même directes paysannes ou stades subi, le monde instance qui y a une relation directe et régulière avec la population, c'est la mairie. Ce sont les magistrats. Et c'est pour ça que je dis que l'institution qui est habitée en place, la première institution qui est là, inévitablement, ce serait la FENAMA, qui est la Fédération nationale des maires haïtiens. Parce que eux-mêmes ont accès à toute localité, ils ont accès à tout le monde. Donc c'est tout à cap d'abord là comme pièce maîtresse du côté public et du côté privé, nous pensons à Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti qui est aussi nationale, qui est en 10 départements depuis 2009. Nous avons CCIH ça. Maintenant, au niveau du secteur public, avec FENAMA, ça nous a suggéré qu'il y ait peut-être 3 autres ministères publics, ministère, nous pensons notamment travaux publics, transport et communication, c'est évident, parce que les prestations route coup de fait. Le ministère de la Santé publique, c'est encore évident, parce que nous question d'épidémie, etc., pour nous vrai gérer. Et troisièmement, ce sera le ministère de l'Agriculture. Donc, du côté du secteur public, c'est au moins 4 cités sanitaires. Le secteur public, nous CCIH, et puis 2 espaces du secteur privé. Il faut qu'on connaisse en création, en commission interministérielle. C'est même qui est responsable pour la coordination. C'est ça, nous dit qu'il n'y a pas vraiment meilleure solution, parce que c'est à partir c'est le même principe là que nous avons gagné lors des CCIH là. Et nous, ouais, ça le débat comme résultat. Nous avons un résultat qui vraiment efficient, efficace et fiable. Et c'est pour ça que nous demandons qu'on mette en place une institution mixte, 4 publics, 3 privés. Jean-Robert Argan au micro de Sofar Sanon. Palais.com. La présidentielle américaine fait aussi la une. Un sondage donne 11 points d'avance à Hillary Clinton après la vidéo de Trump disant du mal des femmes. 41% des Américains, sans doute aussi les Américaines, considèrent que les remarques sexistes de Donald Trump contenues dans cette vidéo sont complètement inacceptables. Fin de citation. C'est ce qu'on appelle un mauvais buzz. La vidéo scandale de Donald Trump, dans laquelle il profère des remarques à la limite de la misogynie, lui vaut d'être désormais 11 points derrière sa rivale à la présidentielle du 8 novembre prochain, Hillary Clinton, dans un sondage publié ce lundi. Selon ce sondage réalisé pour NBC et le Wall Street Journal, Hillary Clinton obtient le soutien de 46% des électeurs probables contre 35% à son adversaire républicain. Le reste des soutiens se partagent entre le candidat libertarien Gary Johnson, 9%, et l'écologiste Jill Stein, 2%. Les républicains eux-mêmes anticipent une défaite de Donald Trump. L'establishment du Parti républicain semble abandonner tout espoir de reconquérir la Maison-Blanche avec Donald Trump. Au lendemain d'un débat d'une virulence inédite qui a renforcé l'optimisme de Hillary Clinton, les ténors du Parti républicain cherchent avant tout à sauver leur majorité dans les 2 chambres du Congrès. Cette concession est venue de l'homme fort du Congrès américain, Paul Ryan, président républicain de la Chambre des représentants. Il a annoncé à des élus de son parti qu'il ne défendrait pas ou ne ferait pas campagne pour Donald Trump, une façon de dire qu'il coupait tout lien avec l'homme d'affaires qu'il n'a jamais apprécié. Ryan se dit écœuré par les propos de Trump sur les femmes. Cependant, malgré ce revers, le chef républicain entend sauver les meubles au Congrès, qui sera renouvelé le même jour que la présidentielle. Il ne veut pas donner à Hillary Clinton, dit-il, un chèque en blanc avec un Congrès contrôlé par les démocrates. Un aveu qui n'a pas été du goût de Donald Trump, qui a publiquement tensé Paul Ryan, aggravant la crise interne au Parti républicain,
Paul Ryan a dit Trump devrait consacrer davantage son temps au budget, à l'emploi et à l'immigration, plutôt que de se battre contre le candidat républicain, dit Donald Trump sur son compte Twitter. Donald Trump qui fait également la une à notre chronique au quotidien avec Elsie. Bonjour. Bonjour. Vous avez peut-être vu ou ne pas vu le deuxième débat américain. Débat entre les candidats aux prochaines élections présidentielles américaines, Hillary Clinton et Donald Trump. Et à ce sujet, nous sommes tombés sur un article du Monde qui a été écrit le soir même du débat, puisque c'était à 12h44 p.m. lundi 10 octobre. Et voici ce que dit cet article. D'abord, il est intitulé « Présidentielle américaine, Donald Trump, un homme dangereux. American Presidential Election, Donald Trump, a dangerous man ». Et l'article éditorial du Monde dit ceci: l'affrontement politique aux États-Unis peut paraître exotique à des Européens. Parfois de grande qualité, il lui arrive aussi de sombrer dans la vie privée des acteurs publics ou, comme depuis quelques années, d'être étouffé par le sectarisme idéologique d'un des deux grands partis, les républicains. Mais Donald Trump l'a sali, perverti, vulgarisé jusqu'à l'obscénité, comme jamais aucun candidat à la Maison-Blanche ne l'avait fait depuis la naissance de l'Union américaine. Cet homme est une menace pour la démocratie. Au fond, peu importe que le deuxième des 3 débats télévisés, dimanche 9 octobre, entre le républicain et son adversaire démocrate Hillary Clinton, se soit soldé ou non par une sorte de match nul. L'émission a été le reflet de la manière dont Trump a dégradé depuis le début de la campagne la joute démocratique que doit être l'affrontement entre les prétendants au bureau ovale. Recul du seuil de l'inacceptable. Voilà un homme qui a érigé son ignorance crasse de tous les dossiers en preuve de sa non-appartenance aux élites, situation qui lui conférerait une supériorité naturelle sur ses concurrents. Voilà un homme qui ment tellement qu'il a, en quelque sorte, neutralisé la notion même de mensonge. Dans l'univers de Donald Trump, les faits eux-mêmes sont élitistes et ne doivent pas venir entraver la vision du monde que veut nous imposer ce roi de la télé-réalité. Trump a acquis une partie de sa notoriété en étant bâcleur en chef à la télévision. Tel est son apport en politique. Il a transféré dans l'arène publique le principe de la télé-réalité. Il s'agit de capter l'attention en repoussant toujours plus loin les limites de la vulgarité, au nom du parler vrai et de la lutte contre le politiquement correct. On fait reculer le seuil de l'inacceptable. Trump a ainsi fait savoir aux électeurs qu'il était fort content de la taille de son pénis. Il s'est moqué du physique de l'une de ses concurrentes républicaines. Il flirte avec un propos ouvertement raciste à l'adresse des latinos et plus encore des noirs. Il a confié la direction de sa campagne à un suprémaciste blanc. Il a laissé entendre une blague, bien sûr, que les partisans de la totale liberté des ventes d'armes automatiques aux États-Unis, ses amis, trouveraient bien le moyen de régler son compte à Mme Clinton. Lui, le porte-parole des sans-voix, des victimes de la mondialisation, se vante de ne pas payer d'impôts. Normalisation de l'obscénité. Tout est passé sans entamer réellement sa cote de popularité auprès de l'électorat républicain. Trump normalise l'obscénité et banalise la violence verbale en politique. C'est toujours pour rire, bien sûr, et toujours au nom de la lutte contre la pensée unique, pour se dédouaner de révélations peu glorieuses sur sa manière de concevoir la vie amoureuse. Il a fait venir dans le public, dimanche soir, 4 anciennes victimes supposées de Bill Clinton, sans doute dans l'espoir de déstabiliser Mme Clinton. Le Donald a de la classe.
Une bonne partie de la direction républicaine ne le soutient plus. Mais tel n'est pas le cas du cœur de l'électorat républicain. Les États-Unis sont l'une des plus vieilles et la plus grande des démocraties du monde. Ce qui s'y passe préfigure souvent ce qui va arriver ailleurs. Ce qui va arriver ailleurs. Trump, en campagne, a dégradé la démocratie américaine à la Maison-Blanche. Il ferait plus encore. Il la menacerait. Et donc, c'est un article qui est apparu dans le quotidien Le Monde. Le Monde en date du 10 octobre 2016. J'écoute Mélodie FM. Palais.com